Ma femme a imposé 10 séances de thérapie de couple. La séance 2 a amené la thérapeute à se concentrer sur ses problèmes. Maintenant, c'est elle qui se fait soigner. 10 séances de thérapie. C'est ce qu'elle a exigé. Pas demandé, pas suggéré, exigé. Et si je n'étais pas d'accord, eh bien, elle a très clairement indiqué que notre mariage serait terminé avant Noël. L'ultimatum est tombé un dimanche matin alors que je lisais le journal, buvant mon café, vivant ma routine de week-end normale. Elle est entrée dans la cuisine avec ce regard. Vous savez, le regard qui dit qu'elle prépare cette conversation depuis des semaines, la répétant probablement devant le miroir de la salle de bain. Nous avons besoin d'une aide professionnelle, a-t-elle annoncé comme si elle posait un diagnostic médical. J'ai déjà appelé le cabinet du docteur Martinez. Elle a une disponibilité la semaine prochaine. Remarquez comment elle a dit « Nous avons besoin d'aide ». Mais elle avait déjà pris le rendez-vous sans me consulter. Un classique. J'ai posé mon café et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cette femme avec qui j'étais marié depuis 6 ans se tenait là, les bras croisés, la mâchoire serrée, prête pour une bagarre. Mais voilà le truc. Je n'allais pas lui en donner une. Pas celle qu'elle attendait en tout cas. 10 séances, a-t-elle continué quand je n'ai pas répondu immédiatement. C'est le minimum que le docteur Martinez recommande pour les couples en crise. Crise. C'était son mot, pas le mien. Parce qu'apparemment, mon refus de tolérer ces crises de colère pour des choses futiles comme laisser de la vaisselle dans l'évier toute la nuit constituait une crise conjugale. Et si je dis non? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Alors c'est fini. Je ne peux plus vivre comme ça. Elle a fait un geste dans notre cuisine comme si c'était une sorte de zone de guerre au lieu de l'espace le plus propre et le plus organisé de notre quartier. Je mérite mieux que quelqu'un qui ne se bat pas pour cette relation. La voilà, la manipulation enveloppée de martyrs. Je ne me battrai pas pour la relation parce que je ne me soumettrai pas à ces explosions émotionnelles. Je ne me battrai pas pour la relation parce que je fixe des limites. Je ne me battrai pas pour la relation parce que je refuse de m'excuser pour des choses que je n'ai pas mal faites. Mais vous savez quoi? Parfois, la meilleure stratégie est de donner aux gens exactement ce qu'ils demandent. Parfois, vous les laissez se peindre dans un coin pendant que vous regardez à une distance de sécurité. Très bien, ai-je dit, en prenant une autre gorgée de mon café. Programme les séances. Le choc sur son visage était inestimable. Elle s'était préparée pour une dispute, prête à déployer tout son arsenal de larmes, d'accusations et de menaces. Au lieu de cela, j'ai simplement accepté. Cela l'a complètement déroutée. Tu vas le faire? A-t-elle balbutié. J'ai dit très bien, n'est-ce pas? Ai-je répondu. J'ai plié mon journal proprement et me suis levé. Mais soyons clairs sur une chose. Je ne fais pas ça parce que je pense que nous en avons besoin. Je fais ça parce que tu sembles convaincu que c'est le cas. Alors, quand nous irons là-bas, quand nous nous asseoirons sur ce canapé et répondrons aux questions, souviens-toi que c'était ton idée, ta solution, ton exigence. La première séance était prévue pour le jeudi suivant à 16 h. Le docteur Martinez avait un petit bureau en centre-ville, du genre avec un éclairage doux et des boîtes de mouchoirs stratégiquement placées sur chaque surface. Elle devait avoir la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et le calme exercé de quelqu'un qui avait entendu toutes les histoires tristes du monde. Alors, commença le docteur Martinez en s'installant dans son fauteuil avec son bloc-notes. Qu'est-ce qui vous amène tous les deux ici aujourd'hui? Avant que je puisse ouvrir la bouche, ma femme s'est lancée dans son discours préparé. Oh, elle avait répété celui-là aussi. Sur le fait que j'étais devenu distant et froid, que je ne voulais jamais parler de ses problèmes, qu'elle avait l'impression de vivre avec un étranger qui ne se souciait pas de ses sentiments. J'étais assis là à écouter, observant le visage du docteur Martinez pour des réactions. La thérapeute était bonne, gardait une expression neutre, prenait des notes, hochait la tête à des intervalles appropriés. Mais j'ai remarqué autre chose, un léger resserrement autour de ses yeux quand ma femme a décrit comment je refuse de m'engager quand elle essaie de discuter des problèmes. Quand ma femme a finalement terminé son monologue, le docteur Martinez s'est tourné vers moi. Et quelle est votre perspective sur ces préoccupations? Je pense, ai-je dit prudemment, que nous avons des définitions différentes de la communication productive. Quand elle dit que je ne veux pas parler des problèmes, ce qu'elle veut dire,
c'est que je ne réagis pas bien au fait qu'on me crie dessus. Quand elle dit que je suis distant, ce qu'elle veut dire, c'est que j'ai cessé de participer à des disputes qui ne mènent nulle part. Pouvez-vous me donner un exemple de ce que vous entendez par des disputes qui ne mènent nulle part? Parfait. J'espérais qu'elle poserait la question. Le mois dernier, je suis rentré du travail et j'ai trouvé de la vaisselle sale dans l'évier. Je n'ai rien dit, je l'ai juste lavée et rangée. Elle m'a confronté plus tard, disant que j'étais passif-agressif en ne lui demandant pas de la nettoyer. Quand j'ai expliqué que je m'en étais simplement occupé moi-même pour éviter un conflit, elle m'a accusé de la faire se sentir coupable. La dispute a duré 2 heures à propos de vaisselle qui était déjà propre. J'ai vu le docteur Martinez prendre une note. Une note plus longue que celle qu'elle avait prise pendant le discours de ma femme. Comment cette conversation s'est-elle terminée? A demandé la thérapeute. En exigeant que je m'excuse de l'avoir fait se sentir attaqué, même si je n'avais jamais dit un mot sur la vaisselle au départ. Ma femme s'est agitée sur son siège. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu étais clairement irrité. J'étais fatigué, ai-je dit calmement. J'ai travaillé une journée de 10 heures et je suis rentré à la maison pour m'occuper des tâches ménagères. Être fatigué n'est pas la même chose qu'être irrité. Mais ton énergie était différente. Tu envoyais des signaux. Quels signaux? Me suis-je tourné pour lui faire face directement? Je suis entré, j'ai vu la vaisselle, j'ai lavé la vaisselle, je l'ai rangée. Quel signal envoyais-je autre que celui de m'occuper d'une corvée ménagère? Le docteur Martinez est intervenu avant que ma femme puisse répondre. J'entends 2 interprétations très différentes du même événement. C'est en fait assez courant en thérapie de couple. Elle a pris une autre note. Pour notre prochaine séance, j'aimerais que vous teniez tous les deux un journal de ce genre d'interaction. Notez ce qui s'est passé, comment vous vous êtes senti, et ce que vous pensez que l'autre personne ressentait. N'en discutez pas entre vous. Observez et enregistrez simplement. En quittant le bureau, ma femme était inhabituellement silencieuse. Elle s'attendait à ce que le docteur Martinez prenne immédiatement son parti, valide sa version des faits et commence à travailler pour me réparer. Au lieu de cela, la thérapeute avait posé des questions approfondies et nous avait donné des devoirs qui nécessiteraient une véritable introspection. Eh bien, a-t-elle finalement demandé alors que nous arrivions à la voiture. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense, ai-je dit en déverrouillant les portes, que les 9 prochaines séances vont être très intéressantes. Elle n'a pas répondu à cela, mais j'ai remarqué que sa prise se resserrait sur la sangle de son sac à main. Elle commençait à réaliser que la thérapie pourrait ne pas se dérouler exactement comme elle l'avait prévu. Et honnêtement, j'avais hâte de découvrir à quel point elle s'était trompée. La 2e séance est arrivée plus vite que ma femme ne l'avait probablement espéré. Elle avait passé la semaine à griffonner furieusement dans son journal, le devoir que le docteur Martinez avait assigné, mais j'ai remarqué qu'elle le fermait toujours dès que j'entrais dans la pièce. Pendant ce temps, j'avais tout documenté avec la précision d'un sténographe judiciaire. Date, heure, mots exacts prononcés. La vérité a une drôle de façon de paraître différente quand elle est écrite noir sur blanc. Nous nous sommes installés aux mêmes places sur le canapé du docteur Martinez. Ma femme serrait son journal comme s'il contenait des secrets d'État. Moi, j'avais un simple bloc-notes avec des entrées propres et organisées. La thérapeute a remarqué la différence immédiatement. Comment s'est passé l'exercice d'observation pour vous deux? A demandé le docteur Martinez, le stylo en suspens au-dessus de son bloc-notes. Ma femme a sauté sur l'occasion la première, comme d'habitude. C'était révélateur. J'ai réalisé à quel point il crée de la tension dans notre maison. Même quand il ne dit rien, son langage corporel est agressif et il soupire. Quand je parle, il lève les yeux au ciel, et il a cette façon de me regarder qui me fait me sentir stupide. J'ai presque ri. Presque. Au lieu de cela, j'ai attendu que le docteur Martinez se tourne vers moi. Vos observations? A demandé la thérapeute. J'ai ouvert mon bloc-notes. Lundi, 18h15. Elle a demandé si j'avais pris du lait en rentrant. J'ai dit, non, j'ai oublié. Elle a répondu en disant, bien sûr que tu as oublié. Tu ne te souviens jamais de rien de ce que je te demande de faire. J'ai proposé d'aller chercher du lait immédiatement. Elle a dit, ne t'embête pas. Je vais juste l'ajouter à la liste des choses que je dois gérer moi-même. La conversation s'est terminée là. Je n'ai pas soupiré,
lever les yeux au ciel, ou parler à nouveau jusqu'à ce qu'elle me demande ce que je voulais pour le dîner 1 heure plus tard. Le docteur Martinez écrivait beaucoup. Et comment vous êtes-vous senti pendant cette interaction? Confus. J'avais offert une solution immédiate au problème, mais la réponse suggérait que le lait n'était pas vraiment le problème. Selon vous, quel était le vrai problème? A demandé le docteur Martinez. Avant que je puisse répondre, ma femme est intervenue. Le vrai problème, c'est qu'il ne se soucie pas assez pour se souvenir de demandes simples. C'est une question de considération, pas de lait. Je vois, a dit lentement le docteur Martinez. Elle s'est retournée vers moi. Oubliez-vous souvent les choses qu'elle vous demande de faire? Selon mes notes de cette semaine, elle a fait 17 demandes. J'en ai accompli 14. Les 3 que je n'ai pas accomplies étaient soit impossibles, comme faire taire le chien aboyeur du voisin, soit contradictoires, comme quand elle m'a demandé d'appeler sa mère. Mais a ensuite dit qu'elle ne voulait pas gérer les drames familiaux en ce moment. La pièce est devenue silencieuse. La bouche de ma femme s'est ouverte, puis s'est refermée. Le docteur Martinez a pris plusieurs notes. Pouvez-vous me donner un autre exemple de votre journal? M'a demandé la thérapeute. Mercredi soir, elle a mentionné que nos amis organisaient une fête ce week-end. J'ai demandé si elle voulait y aller. Elle a dit, si tu veux. J'ai dit que c'était à elle de décider puisque c'était ses amis à l'origine. Elle m'a alors accusé de ne jamais vouloir socialiser et de toujours la laisser prendre les décisions sociales. Et comment avez-vous répondu à cette accusation? Je lui ai rappelé que j'avais assisté à chaque événement social auquel elle avait voulu aller au cours de la dernière année, y compris la fête prénatale de sa collègue où j'étais le seul homme présent. J'ai également souligné qu'il y a 3 semaines, quand j'ai suggéré que nous invitions des gens à dîner, elle a dit qu'elle était trop stressée pour recevoir. Le docteur Martinez s'est tourné vers ma femme. Vous souvenez-vous de cette conversation à propos de la fête? Eh bien, oui, mais... Et vous souvenez-vous de la fête prénatale qu'il a mentionnée? Le visage de ma femme devenait rouge. Ce n'est pas la question. C'est une question d'enthousiasme. Il va aux événements, mais il ne veut pas y être. Comment savez-vous qu'il ne veut pas y être? A demandé le docteur Martinez. Je peux juste le sentir. C'est évident. Pouvez-vous me donner des comportements spécifiques qui indiquent sa réticence? Ma femme a hésité. Il ne parle pas beaucoup au fait. Je parle aux gens, ai-je corrigé. Je ne feins juste pas l'enthousiasme. Il y a une différence entre être social et être théâtral. Le docteur Martinez a posé son stylo et s'est légèrement penché en avant. Je remarque un schéma ici. Il semble y avoir beaucoup d'interprétation de l'intention et de l'émotion. Une personne fait ou dit quelque chose et l'autre personne y attribue une signification au-delà de ce qui a été réellement communiqué. Exactement, ai-je dit. Je lave la vaisselle et soudain je suis passif-agressif. J'assiste à des événements sociaux, mais apparemment pas avec assez d'enthousiasme. Je propose de résoudre des problèmes, mais cela prouve en quelque sorte que je ne me soucie pas des problèmes. Ce n'est pas juste, a protesté ma femme. Tu me fais passer pour folle. Je ne te fais passer pour rien du tout. Je décris ce qui se passe. Le docteur Martinez a levé la main. Faisons une pause ici. Je veux explorer quelque chose. Elle a regardé directement ma femme. À quelle fréquence vous retrouvez-vous à lui expliquer ce qu'il pense ou ressent vraiment? Que voulez-vous dire? Par exemple, lui dire qu'il ne veut pas vraiment aller à une fête ou qu'il est passif-agressif quand il fait des corvées. À quelle fréquence corrigez-vous ses intentions déclarées avec ce que vous croyez être ses véritables intentions? Le silence s'est étiré inconfortablement. Ma femme a tripoté son journal. Je le connais mieux que quiconque, a-t-elle finalement dit. Je peux dire quand il est sincère. Mais si vous vous trompiez? A demandé doucement le docteur Martinez. Et s'il faisait la vaisselle parce que la vaisselle doit être faite, pas parce qu'il fait une déclaration sur votre entretien ménager? Alors pourquoi ne le dit-il pas simplement? Je l'ai dit, suis-je intervenu. Plusieurs fois. Tu m'as dit que je mentais. Le docteur Martinez a pris plus de notes. Je pense que nous devons explorer cette dynamique plus en profondeur. Il semble y avoir un schéma de lecture de pensée qui crée des conflits là où il n'en existerait peut-être pas naturellement. Ma femme avait l'air stupéfaite.
cela ne se passait clairement pas comme elle l'avait prévu. Elle était entrée ici en s'attendant à ce que le docteur Martinez me répare, me rende plus disponible émotionnellement, plus communicatif, plus tout ce qu'elle pensait que je devrais être. Au lieu de cela, la thérapeute remettait en question ses interprétations de mon comportement. Pour la semaine prochaine, a poursuivi le docteur Martinez, je veux essayer quelque chose de différent. Au lieu de supposer une intention, je veux que vous pratiquiez tous les deux la demande de clarification. Au lieu de « tu ne veux pas être ici », essayez « est-ce que tu apprécies la fête ?» Au lieu de « tu es passif-agressif », essayez « et j'ai remarqué que tu as fait la vaisselle ». Comment te sens-tu par rapport aux tâches ménagères ces derniers temps? En quittant le bureau, ma femme était encore plus silencieuse que la dernière fois. Elle n'a pas demandé mon avis sur la séance. Elle n'a pas essayé de ressasser ce qui s'était passé. Elle a juste marché jusqu'à la voiture en silence. Encore 8 séances, ai-je dit en démarrant le moteur. Elle s'est retournée pour me regarder, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'incertitude dans ses yeux, peut-être même de la peur. La thérapeute qu'elle avait choisie pour me réparer commençait à poser des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Des questions sur son propre comportement, ses propres suppositions, son propre rôle dans nos problèmes. Ouais, a-t-elle dit doucement. Encore 8 séances. Mais quelque chose dans son ton m'a dit qu'elle commençait déjà à se demander si cela allait être suffisant pour elle. À la 3e séance, les devoirs avaient fait leur effet. Ma femme est entrée dans le bureau du docteur Martinez, ressemblant à quelqu'un qui avait passé la semaine à découvrir des vérités inconfortables sur elle-même. Son journal était notablement plus mince cette fois-ci. Apparemment, demander des éclaircissements au lieu de supposer une intention ne fournissait pas autant de matière à grief. Le docteur Martinez s'est installé dans son fauteuil avec ce que je commençais à reconnaître comme son expression d'investigation. Comment l'exercice de clarification a-t-il fonctionné pour vous deux? Ma femme s'est agitée inconfortablement. C'était difficile. Je me suis surprise à vouloir souligner ce qu'il pensait vraiment. Mais ensuite, je devais m'arrêter et demander à la place. Et quand vous avez demandé, qu'avez-vous découvert? Que peut-être j'avais tort parfois. L'aveu est sorti comme si elle confessait un crime. Pouvez-vous me donner un exemple? Ma femme m'a jeté un coup d'œil, puis est revenue au docteur Martinez. Vendredi soir, il était silencieux pendant le dîner. J'étais sur le point de lui dire qu'il était manifestement contrarié par quelque chose, mais à la place, j'ai demandé si tout allait bien. Il a dit qu'il était juste fatigué du travail et qu'il appréciait de ne pas avoir à parler pendant quelques minutes. Et comment vous êtes-vous senti en entendant sa vraie raison au lieu de celle que vous aviez supposée? Stupide, a-t-elle admis. Comme si j'avais créé des problèmes qui n'existaient pas. Le docteur Martinez s'est tourné vers moi. Comment s'est passée la semaine pour vous? Éclairante. Il s'avère que lorsque vous posez des questions directes, vous obtenez des réponses directes. Un concept révolutionnaire. Ma femme m'a lancé un regard, mais le docteur Martinez a souri légèrement. Je sens une certaine frustration là. 6 ans à me faire dire ce que je pense et ce que je ressens feront ça à une personne. Explorons cela, a dit le docteur Martinez en se penchant en avant. Pouvez-vous me parler d'autres domaines où vous vous sentez incompris ou mal interprété? C'était l'ouverture que j'attendais. La gestion de l'argent. Elle m'accuse d'être contrôlant parce que je suis nos dépenses et que je respecte notre budget. Mais quand je lui demande de m'aider avec le budget, elle dit que c'est trop stressant et que je devrais m'en occuper. Alors, je m'en occupe et ensuite je suis contrôlant. Comment se déroulent habituellement ces conversations? Ce ne sont pas des conversations. Ce sont des sermons. Elle me dit que je suis radin quand je suggère que nous ne devrions pas dépenser $300 pour un sac à main, mais panique ensuite quand la facture de la carte de crédit arrive. Je suis en quelque sorte responsable à la fois de faire respecter la responsabilité financière et de la faire se sentir mal à propos de ses dépenses. Le docteur Martinez a pris des notes. Comment réagissez-vous généralement à ces accusations? Je lui montre les chiffres, les relevés bancaires, les feuilles de calcul du budget, nos objectifs d'épargne. Ensuite, elle dit que je suis condescendant en utilisant des faits et des chiffres. Le visage de ma femme prenait cette teinte rouge familière. Tu deviens condescendant. Tu me parles comme si j'étais stupide. Je te parle comme à quelqu'un qui a posé une question sur nos finances. Si tu me demandes pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre quelque chose,
j'explique pourquoi nous ne pouvons pas nous le permettre. Ce n'est pas de la condescendance. C'est répondre à ta question. Le docteur Martinez est intervenu. Regardons ce schéma. Une personne pose une question, l'autre fournit des informations factuelles, puis l'information elle-même devient le problème. Est-ce que cela se produit dans d'autres domaines? Constamment, ai-je dit. Elle a demandé pourquoi je ne l'avais pas appelé pendant ma pause déjeuner. J'ai expliqué que j'étais en réunion consécutive et que j'avais mangé à mon bureau. Soudain, je trouve des excuses et je ne priorise pas notre relation. Mais les gens normaux prennent du temps pour leur conjoint, a protesté ma femme. Les gens normaux comprennent aussi que certains jours sont plus chargés que d'autres, ai-je répondu. Et les gens normaux n'interrogent pas leur conjoint sur chaque intervalle de 15 minutes sans communication. Le docteur Martinez écrivait furieusement maintenant. À quelle fréquence diriez-vous que vous prenez des nouvelles l'un de l'autre au cours d'une journée typique? Ma femme a répondu en premier. Pas assez. Peut-être 1 ou 2 fois. Je lui envoie un texto tous les matins quand j'arrive au travail, j'appelle pendant le déjeuner si je peux, et j'envoie un texto quand je quitte le bureau. C'est un minimum de 3 contacts par jour pour quelqu'un que je vais voir dans quelques heures de toute façon. Et cela vous semble insuffisant? A demandé le docteur Martinez à ma femme. Cela semble obligatoire, comme s'il cochait des cases au lieu de vouloir vraiment se connecter. À quoi ressemblerait une connexion réelle pour vous? Des appels spontanés pour demander comment se passe ma journée, montrer de l'intérêt pour ma vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je te demande comment s'est passée ta journée chaque soir en rentrant à la maison. Ta réponse standard est bien ou tu ne comprendrais pas. Quand j'essaie de suivre avec des questions spécifiques, tu dis que je suis indiscret. Le docteur Martinez a levé la main. Je vois un autre schéma ici. Il semble y avoir des attentes très spécifiques qui n'ont pas été clairement communiquées. Et lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, l'interprétation est que c'est dû à un manque d'attention plutôt qu'à un manque de clarté. Exactement, ai-je dit. Je suis censé lire dans ses pensées et quand je devine mal, cela prouve que je ne l'aime pas assez. Ce n'est pas ce que je dis, a insisté ma femme. Alors que dites-vous? Lui a demandé le docteur Martinez. Parce que j'entends que ses actions ne correspondent pas à vos attentes internes, mais je n'entends pas quelles sont ses attentes ni comment il est censé les connaître. Ma femme est restée silencieuse un long moment. Je ne devrais pas avoir à tout épeler. S'il s'en souciait, il le saurait. Savoir quoi spécifiquement? Comment me faire sentir aimé? Le docteur Martinez a posé son stylo. Lui avez-vous déjà dit directement comment vous vous sentez aimé? Pas ce qu'il fait de mal, mais ce qui vous fait spécifiquement vous sentir prise en charge. Un autre long silence. Je pensais que c'était évident, a finalement dit ma femme. Mais ce n'est pas évident pour lui. Et quand il ne fait pas ces choses non dites, vous l'interprétez comme un manque d'attention. Voyez-vous comment cela crée une situation impossible? J'ai regardé le visage de ma femme alors que la réalité s'imposait. Elle avait créé des tests que je ne savais pas que je passais, puis me punissait pour les avoir échoués. Essayons quelque chose, a poursuivi le docteur Martinez. Au lieu de supposer qu'il devrait savoir ce dont vous avez besoin, et si vous le lui disiez? Et au lieu d'interpréter ses actions à travers le prisme de l'attention contre le manque d'attention, et si vous les acceptiez pour ce qu'elles sont? Mais et s'il ne veut pas faire les choses dont j'ai besoin? Alors vous avez une vraie conversation sur la compatibilité. Mais en ce moment, vous avez des disputes sur des problèmes imaginaires basés sur des attentes non dites. En quittant cette séance, ma femme vibrait pratiquement d'inconfort. La thérapeute qu'elle avait choisie pour me réparer avait passé une autre heure à souligner les défauts de sa logique, de sa communication et de ses attentes. Ce n'est pas ce que je pensais que serait la thérapie, a-t-elle dit alors que nous atteignions la voiture. Qu'est-ce que tu pensais que ce serait? Je pensais qu'elle t'aiderait à comprendre comment être un meilleur mari. Au lieu de cela. Elle n'a pas répondu, mais elle n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux ce qui se passait. Le docteur Martinez épluchait les couches de supposition et d'interprétation pour révéler la dynamique réelle de notre relation. Et ce qu'elle trouvait n'était pas un mari qui avait besoin d'être réparé. C'était une femme qui avait créé des problèmes là où il n'y en avait pas. Encore cette séance à faire. Mais j'avais le sentiment que ma femme commençait à souhaiter ne jamais avoir pris ce rendez-vous. La 4e séance fut celle où tout s'est effondré. Pas notre mariage,
qui s'effritait sous le poids de ses attentes irréalistes depuis des années. Non. Ce qui s'est effondré, c'est son récit soigneusement construit sur qui était le problème dans notre relation. Elle est entrée dans le bureau du docteur Martinez avec une énergie défensive. Le devoir de la semaine précédente, communiquer directement ses besoins au lieu d'attendre une lecture de pensée, ne s'était clairement pas bien passé pour elle. Comment s'est passé l'exercice de communication directe? A demandé le docteur Martinez. Ma femme s'est lancée immédiatement. Ça ne marche pas quand l'autre personne ne veut pas écouter. Je lui ai dit exactement ce dont j'avais besoin, et il ne l'a toujours pas fait correctement. Pouvez-vous me donner un exemple? Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il me demande des nouvelles de ma journée avec un intérêt sincère. Alors, il a commencé à poser des questions de suivi, mais je pouvais dire qu'il cochait juste des cases. Ça semblait faux. Le docteur Martinez s'est tourné vers moi. Comment avez-vous vécu ces conversations? Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle a dit, bien. J'ai demandé ce qu'elle avait fait au travail. Elle m'a donné des détails sur les drames du bureau. J'ai posé des questions de clarification pour montrer que j'écoutais. Elle s'est énervée et a dit que je l'interrogeais. Donc, vous avez posé des questions de suivi? Plusieurs questions sur ses projets, ses collègues, son emploi du temps, tout ce à quoi je pouvais penser pour montrer de l'intérêt. Le docteur Martinez a regardé à nouveau ma femme. Il a posé plusieurs questions de suivi sur votre journée. Mais cela vous a semblé faux? Oui, parce que je pouvais dire qu'il ne s'en souciait pas vraiment. Il le faisait juste parce que je lui avais demandé. Je ne pouvais plus rester silencieux. Alors, si je comprends bien. Tu m'as demandé de montrer de l'intérêt pour ta journée. J'ai posé plusieurs questions détaillées sur ta journée, mais parce que mon ton n'était pas assez enthousiaste, ça ne compte pas. Ça doit être sincère. C'était sincère. J'essayais sincèrement de faire ce que tu m'as demandé de faire. Mais tu le faisais seulement parce que je l'avais demandé. Le docteur Martinez a levé la main. Faisons une pause ici. Vous lui avez demandé de montrer plus d'intérêt pour votre journée. Il a répondu en posant des questions détaillées, mais parce qu'il le faisait en réponse à votre demande plutôt que spontanément, cela vous a semblé faux. Quand vous le présentez comme ça semble ridicule, a dit ma femme, sa voix devenant plus aiguë. Je n'essaie pas de le faire paraître ridicule. J'essaie de comprendre la logique. Parce que le vrai souci ne devrait pas avoir à être enseigné. La voilà. La norme impossible à laquelle elle m'avait tenu pendant des années. J'étais censé savoir automatiquement ce dont elle avait besoin, quand elle en avait besoin, et comment elle voulait que ce soit livré. Mais tout le monde a des manières différentes de montrer son attention, a dit doucement le docteur Martinez. Ce qui semble attentionné pour une personne peut sembler insuffisant pour une autre. C'est pourquoi la communication est importante. Vous ne comprenez pas, a dit ma femme, le désespoir s'insinuant. Si je dois lui dire comment m'aimer, alors ce n'est pas vraiment de l'amour. Donc, selon vous, il devrait savoir intuitivement exactement comment vous faire sentir aimé. Et chaque fois qu'il se trompe, cela signifie qu'il ne se soucie pas assez. Oui. Non. Je ne sais pas, la voix de ma femme s'est brisée. Tout cela est faux. Ce n'est pas comme ça que la thérapie est censée se passer. Comment la thérapie est-elle censée se passer? Vous êtes censé l'aider à comprendre ce qu'il fait de mal. Vous êtes censé lui faire voir comment son comportement m'affecte. Vous êtes censé le réparer. La pièce est devenue silencieuse. Le docteur Martinez a posé son stylo et a regardé directement ma femme. Je ne suis pas ici pour réparer qui que ce soit. Je suis ici pour aider les couples à comprendre leur dynamique. Et ce que je vois, c'est un schéma où une personne a créé des normes impossibles qu'aucun être humain ne pourrait atteindre. Le visage de ma femme est devenu blanc puis rouge. Ce n'est pas. Je ne suis pas. Vous êtes censé être neutre. Vous avez créé une situation où votre mari ne peut pas gagner. S'il ne demande pas de nouvelles de votre journée, il ne s'en soucie pas. S'il demande mais pas avec assez d'enthousiasme, il fait semblant. S'il change en fonction de vos commentaires, ce n'est pas sincère. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais j'ai des besoins. A crié ma femme, les larmes coulant. J'ai des besoins émotionnels qui ne sont pas satisfaits. Vous avez absolument des besoins, mais les besoins doivent être raisonnables et communicables.
Ce que vous décrivez, ce ne sont pas des besoins. C'est attendre de quelqu'un d'autre qu'il gère vos émotions de manière qu'il ne peut absolument pas prévoir. C'est à ce moment-là que ma femme a complètement perdu le contrôle. C'est des conneries, a-t-elle crié. Vous ne savez rien. Il vous a manipulé comme il manipule tout le monde. Elle s'est tournée vers moi avec fureur. Tu as prévu ça, n'est-ce pas? Tu savais que ça arriverait. Je l'ai regardé calmement. Je n'ai rien prévu. J'ai juste accepté de venir en thérapie comme tu l'as exigé. Le docteur Martinez est intervenu. Je pense que nous avons besoin de séances individuelles. Il y a des schémas personnels ici qui pourraient être mieux abordés séparément. Quand ma femme s'est finalement calmée, le docteur Martinez a expliqué sa recommandation. Alors, vous nous abandonnez aussi, a dit ma femme doucement. Je n'abandonne pas. Je suggère qu'un travail individuel pourrait aider chacun de vous à comprendre d'abord vos propres schémas. En partant, ma femme ne m'a pas adressé la parole, mais je l'ai surprise en train de me regarder avec quelque chose qui aurait pu être de l'incertitude, peut-être même un début de conscience de soi. 6 autres séances prévues, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Les séances individuelles ont commencé la semaine après la crise de ma femme. Le docteur Martinez m'a programmé en premier, et je suis entré dans son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Comment vous sentez-vous par rapport à tout ce qui s'est passé la semaine dernière? A demandé le docteur Martinez. Honnêtement, justifié. J'ai vécu dans un monde de fous pendant si longtemps que j'avais commencé à me demander si je n'étais pas vraiment le problème. Quand avez-vous commencé à vous remettre en question? Vers la 3e année de mariage. Les accusations sont devenues si constantes que je me suis dit qu'il devait y avoir une part de vérité. Peut-être que j'étais passif-agressif sans m'en rendre compte. Peut-être que je ne savais pas comment aimer quelqu'un correctement. C'est une réponse courante à l'invalidation émotionnelle. Quand quelqu'un vous dit constamment que vos motivations ne sont pas ce que vous pensez qu'elles sont, vous commencez à douter de vos propres perceptions. J'ai arrêté de douter la semaine dernière. Comment va-t-elle depuis cette séance? Silencieuse, presque absente. Elle fait les gestes quotidiens à la maison, mais je peux dire qu'elle digère quelque chose. Nous sommes comme des colocataires qui partagent un lit. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? Paisible. Honnêtement, j'avais oublié ce que c'était de rentrer à la maison et de ne pas être sur ses gardes pour la prochaine accusation. Pendant les séances individuelles de ma femme, j'attendais sur le parking. À travers la fenêtre du bureau, je pouvais voir beaucoup de gestes, de prises de mouchoirs et de postures défensives. Les conversations ne se passaient clairement pas en sa faveur. Après sa 3e séance individuelle, elle est sortie l'air dévastée. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé. Elle pense que j'ai des problèmes de contrôle, a dit ma femme d'un ton plat. Et des peurs d'abandon et quelque chose appelé dérégulation émotionnelle. Comment te sens-tu par rapport à cette évaluation? Elle a semblé surprise. Tu me demandes comment je me sens au lieu de me dire ce que tu penses que je devrais ressentir? Je t'ai toujours demandé comment tu te sentais. Tu me disais juste habituellement que j'étais condescendant. Elle est restée silencieuse. Le docteur Martinez dit que je projette mes peurs sur toi, que je suppose que tu vas partir. Alors, je crée des tests pour prouver que tu ne le feras pas. Mais les tests sont conçus pour échouer. Ça a du sens. Elle dit aussi que j'ai essayé de contrôler tes réponses émotionnelles pour gérer ma propre anxiété. Si je peux te faire réagir de la bonne manière, alors je me sens en sécurité. Elle veut que je continue à la voir 2 fois par semaine. Juste moi. Nous pourrons reprendre les séances de couple une fois que j'aurai travaillé sur mes schémas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'allais y réfléchir. J'ai peur de ce que je vais découvrir sur moi-même, de savoir si je peux vraiment changer. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des années. Le docteur Martinez m'avait aussi donné des devoirs. Commencer à fixer des limites claires au lieu d'absorber les explosions émotionnelles. Le premier test est arrivé 2 jours plus tard. Ma femme est rentrée de mauvaise humeur et a commencé sa vieille routine de critiquer tout ce que j'avais fait. Vaisselle, courrier, plantes. Cette fois, j'ai essayé quelque chose de différent. Je vois que tu es contrarié, ai-je dit calmement. Mais je ne vais pas être ton punching ball émotionnel aujourd'hui. Si tu veux parler de ce qui te dérange vraiment, je suis là. Si tu veux continuer à me critiquer,
je serai dans le garage. Elle m'a regardé fixement. Tu ne peux pas simplement quitter les conversations. Je ne quitte pas les conversations. Je quitte le fait d'être attaqué. Je ne t'attaquais pas. Tu as critiqué 6 choses différentes en moins de 30 secondes après être entré. Comment appellerais-tu ça? Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait escalader. Au lieu de cela, elle s'est dégonflée. J'ai eu une journée terrible au travail. Mon patron m'a humilié et je suis rentré en cherchant quelqu'un sur qui me défouler. Merci d'être honnête. Veux-tu parler de ce qui s'est passé? Et juste comme ça, nous avons eu notre première vraie conversation depuis des mois. Pas sur mes échecs ou ses besoins, juste sur sa journée, ses frustrations. Le docteur Martinez a remarqué le changement immédiatement lors de notre prochaine séance conjointe. Vous semblez tous les deux différents aujourd'hui. Nous avons eu une percée, a dit ma femme. J'ai réalisé que je l'utilisais comme une soupape de décompression au lieu de m'occuper de mes vrais problèmes. Je vais continuer les séances individuelles, a-t-elle dit en partant. Je veux comprendre pourquoi j'ai été si en colère tout le temps. Pour la première fois depuis des mois, elle m'a pris la main sur le parking. La 10e séance est arrivée plus vite que nous ne l'attendions. Ma femme avait suivi une thérapie individuelle 2 fois par semaine pendant le dernier mois, et le changement était remarquable. Pas parfait, mais remarquable. Le docteur Martinez s'est installé dans son fauteuil avec un air qui semblait être de la satisfaction. Alors, nous avons atteint notre dernière séance. Comment vous sentez-vous tous les deux par rapport au progrès que nous avons réalisé? Ma femme a parlé la première, ce qui m'a surpris. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un brouillard pendant des années, et je commence enfin à y voir clair. Les séances individuelles m'ont montré des schémas que je ne savais même pas que j'avais. Pouvez-vous développer? J'étais tellement concentré sur ce qu'il ne faisait pas que je n'ai jamais regardé ce que je faisais. Je créais des situations impossibles et puis je me mettais en colère quand il ne pouvait pas les résoudre. Je l'ai rendu responsable de mon état émotionnel au lieu de le gérer moi-même. Le docteur Martinez s'est tourné vers moi. Et votre perspective? Je me sens validé. Pendant des années, on m'a dit que chaque problème dans notre mariage était dû au fait que je n'étais pas assez quelque chose. Pas assez attentionné, n'essayant pas assez, n'aimant pas assez. C'est un soulagement de savoir que le problème n'était pas ma capacité à aimer. C'étaient les normes impossibles auxquelles on me tenait. Qu'est-ce qui a changé dans vos interactions quotidiennes? Ma femme a répondu. J'ai arrêté d'attendre qu'il lise dans mes pensées. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande directement au lieu de créer des tests qu'il ne sait pas qu'il passe. Et quand je suis contrarié par autre chose, je m'en occupe au lieu de m'en prendre à lui. Et les résultats de ces changements? Nous parlons vraiment maintenant, ai-je dit. De vraies conversations sur de vraies choses, pas des disputes sur des problèmes imaginaires. Le docteur Martinez a pris ses dernières notes. Je vais être direct avec vous deux. Quand vous êtes venus la première fois, j'étais préoccupé par la durabilité de votre relation. Une personne avait créé une dynamique où l'autre ne pouvait pas réussir, quoi qu'elle fasse. Elle a regardé ma femme. Le travail que vous avez accompli en thérapie individuelle a été impressionnant. Vous avez identifié des schémas qui étaient destructeurs pour vous deux et vous avez apporté des changements concrets. Puis elle s'est tournée vers moi. Et vous avez appris à fixer des limites saines au lieu d'absorber le chaos émotionnel. C'est tout aussi important. Alors, quelle est votre évaluation professionnelle? A demandé ma femme. Vous avez maintenant les outils pour construire une relation plus saine. La question est de savoir si vous voulez tous les deux les utiliser de manière cohérente. En quittant le bureau du docteur Martinez pour la dernière fois, ma femme était silencieuse mais pas maussade. Pensive. Je te dois des excuses, a-t-elle dit alors que nous atteignions la voiture. De vraies excuses. Je t'ai forcé à suivre une thérapie parce que j'étais convaincu que tu étais le problème. J'avais tort. Je sais. J'ai créé ces 10 séances en pensant qu'elles te répareraient. Au lieu de cela, elles m'ont réparé. L'ironie ne m'échappe pas. Elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Du respect. Tu savais, n'est-ce pas? Quand j'ai exigé la thérapie, tu savais que ça se retournerait contre moi. Je soupçonnais qu'un professionnel objectif verrait à travers le récit que tu avais créé. Je n'étais juste pas sûr que cela se produirait aussi complètement. Pourquoi ne m'as-tu pas contredit?
Pourquoi n'as-tu pas refusé? Parce que parfois, la meilleure façon de prouver quelque chose est de laisser quelqu'un d'autre le faire pour vous. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence confortable. Pour la première fois de notre mariage, le calme n'était pas chargé d'accusations non dites ou de tensions croissantes. C'était juste calme. La thérapeute a dit que je devrais continuer les séances individuelles pendant un certain temps, a-t-elle dit alors que nous nous garions dans notre allée. Bonne idée. Et elle a dit que nous devrions faire un point en thérapie de couple tous les quelques mois juste pour maintenir les progrès. Si tu penses que c'est nécessaire. Elle s'est tournée pour me faire face. Je t'ai fait vivre un enfer pendant 6 ans parce que je ne pouvais pas gérer mes propres émotions. J'ai fait de toi le méchant dans une histoire où tu essayais d'être le héros. Comment se fait-il que tu ne sois pas furieux contre moi? J'ai réfléchi à la question. Parce que la colère serait de l'énergie gaspillée. Tu as reconnu le problème et tu travailles à le résoudre. C'est plus que ce que la plupart des gens font. Je ne mérite pas ta patience. Peut-être pas, mais tu l'as quand même. En entrant dans notre maison, la même maison où elle avait livré son ultimatum de thérapie des mois auparavant, tout semblait pareil, mais était complètement différent. La tension qui avait flotté dans l'air comme de la fumée avait disparu. Tu sais ce qui est drôle? A-t-elle dit en accrochant son manteau. J'ai passé 10 séances à essayer de prouver que tu avais besoin d'être réparé, et au lieu de cela, j'ai prouvé que c'était moi qui étais brisé. Tu n'étais pas brisé. Tu avais juste des choses à régler. Non, a-t-elle dit fermement. J'étais brisé, mais peut-être que je commence à guérir. 10 séances de thérapie. Son idée, sa demande, son ultimatum. Et à la fin, elles nous ont donné exactement ce dont nous avions besoin, mais pas de la manière dont elles l'avaient prévu. Parfois, les meilleures victoires sont celles où tout le monde gagne, même quand ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de gagner. Surtout quand ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de gagner.